Bonjour à tous et à toutes. Dans cette séance, nous allons poursuivre notre cours et notre module intitulé Introduction à la programmation. Pour commencer, le premier chapitre intitulé Éléments de base du langage C. Les objectifs de ce chapitre, à la fin de cette partie, l'étudiant sera capable de connaître la structure générale d'un programme, c'est-à-dire l'étudiant sera capable d'écrire un code ou un programme en langage C, même s'il est simple. L'étudiant aussi doit apprendre les concepts et les notions de variables, de constantes et les différents types élémentaires ou bien de base tels que l'entier, le réel, etc. De même, l'étudiant doit manipuler les fonctions d'entrée et de sortie standard, c'est-à-dire l'utilisateur peut donner des valeurs à partir du clavier et de même l'utilisateur est capable d'observer et d'afficher des valeurs sur l'écran. À la fin aussi de ce chapitre, l'étudiant doit maîtriser les opérateurs arithmétiques tels que l'addition, la multiplication, la soustraction, etc. et bien évidemment les opérateurs logiques. Dans le chapitre précédent ou bien dans le chapitre introductif, nous avons déjà parlé du processus de programmation. Quelle est la différence aussi entre un algorithme et un programme? On a parlé des étapes principales de la programmation qui consistent à la conception, à la réalisation, au test et à la fin à la maintenance. Dans le cas où on a un problème à résoudre, un problème quelconque en programmation, comment nous devons comment nous allons poursuivre notre démarche de programmation. Il faut toujours penser à résoudre un problème quelconque par l'algorithmique. Il faut passer par l'étape de concevoir un algorithme. Donc, dans cette partie de conception d'un algorithme, qu'est-ce qu'on doit faire ou bien qu'est-ce qu'on doit effectuer? Tout d'abord, il faut préciser les entrées et les sorties. Par exemple, X et Y. La sortie, c'est quoi? La somme, par exemple. Les structures de données utilisées. Est-ce qu'on va utiliser des tableaux? Est-ce qu'on va utiliser des chaînes, etc. On doit décrire un ensemble d'actions et bien sûr les exécuter dans un certain ordre. Quelle est l'action, la première action, quelle est la deuxième action, etc. Et à la fin, après cette conception, on peut éditer un brouillon. On peut écrire et modifier, améliorer à chaque fois. Et après la conception d'un algorithme, on peut traduire, comme on a dit déjà, avec un langage de programmation quelconque. Dans notre cas, on va traduire notre algorithme avec le langage C. Donc, on obtient un code source, bien sûr édité, on modifie à chaque fois. Ce code source est d'extension .c dans le langage C. Passons maintenant au processus de programmation en langage C. Ce processus est composé de 3 étapes principales qui sont la compilation, l'édition des liens et à la fin l'exécution. La première phase qui est la compilation. On a un code source, programme en langage C d'extension .c. Dans cette phase, le processeur, c'est un outil de pré-traitement de votre fichier de code source écrit en langage C.C, un programme.c. Au terme de compilation, un fichier d'extension .obj est produit. Ce fichier .obj contient le code machine ou bien code binaire qui est équivalent à votre programme initial ou bien code source. Ce code machine ou bien binaire
Donc, et le résultat de la compilation. Donc, le compilateur, c'est un programme. Qu'est-ce qu'il fait? Il analyse le programme et détecte des erreurs de type lexique et syntaxique. Donc, dans la deuxième phase, la phase d'édition des liens, cette phase permet de rassembler ou combiner tous les fichiers d'extension .obj pour produire l'exécutable. Cet exécutable fourni ou bien produit peut être exécuté à la fin, donc pour avoir les résultats fournis par le programme et détection d'éventuelles erreurs logiques. Chaque programme écrit en langage C se présente de la façon suivante. Donc, la première chose, il y a une partie d'insertion de bibliothèques à utiliser. Donc, les librairies ou bien les bibliothèques, qu'on va les utiliser, qu'on a besoin de faire appel à des fonctions prédéfinies, appelées à partir de ces bibliothèques. Après, il faut toujours écrire un programme principal qui s'appelle la fonction main. Donc, cette fonction main, elle représente le programme principal. Void main, main c'est-à-dire une fonction principale. Donc c'est une fonction, on doit ouvrir et fermer les parenthèses. Void c'est-à-dire une fonction qui ne retourne rien. Donc en langage C, donc pour avoir le corps du programme ou bien d'une fonction, on doit ouvrir et fermer les accolades pour dire le début du programme et à la fin du programme avec la fermeture des accolades. Donc, dans le corps du programme, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire notre traitement. Donc, toujours en langage C, c'est obligatoire, il faut déclarer les variables. Donc, int A, int B, float B, ainsi de suite. Donc, la déclaration de variables, elle est nécessaire, elle est obligatoire. Donc, il faut déclarer, il faut donner les types des variables utilisées dans le corps du programme. Et bien sûr, après la déclaration de variables, il faut faire quoi? Il faut écrire les instructions. Notre traitement pour résoudre le problème. Donc, les instructions l'une après les autres. Donc, on a écrit notre programme dans le programme principal, dans la fonction principale main. Donc, remarque, chaque programme en langage C doit nécessairement donc contenir une fonction du nom main. Cette fonction, elle représente la fonction principale de chaque programme en langage C. Parmi les remarques importantes en langage C ou bien pour écrire un programme ou un code en langage C, donc chaque instruction doit obligatoirement se terminer par point-virgule, quelle que soit déclaration ou bien calcul ou bien n'importe quel type d'instruction, il faut à la fin de chaque instruction, on écrit point-virgule. Une autre remarque importante, donc le langage C, on possède assez peu d'instructions, il fait appel à des bibliothèques, c'est-à-dire le langage C nous facilite beaucoup de traitements et de calculs par l'appel à des librairies ou bien des bibliothèques. Qu'est-ce qu'ils contiennent ces bibliothèques? Ils contiennent des fonctions prédéfinies ou bien des fonctions standards. Exemple de bibliothèque en langage C, par exemple math.h. Donc .h, c'est-à-dire ce sont des fichiers. Donc math.h, d'extension.h, la librairie. Cette bibliothèque contient des fonctions mathématiques, SQRT, etc. On va manipuler les fonctions de cette librairie au niveau des exercices. Aussi la bibliothèque studio.h, donc Standard Input and Output, bibliothèque bien sûr pour les entrées et les sorties standards, pour la lecture et pour l'écriture.
Autre remarque, le langage C distingue entre les minuscules et les majuscules, c'est-à-dire petit a n'est pas comme grand A pour le nommage de variables, par exemple. Donc, il y a une différence entre les minuscules et les majuscules. Les mots réservés du langage C doivent être écrits en minuscules, donc, c'est-à-dire les mots réservés, ce sont les mots qui appartiennent au jargon du langage C. Par exemple, for, par exemple, while, do, while, ainsi de suite. Donc, ce sont des mots écrits en minuscules et non pas en majuscules. Donc, pour résumer la structure d'un programme en langage C, la première chose, on a dit, il faut inclure les bibliothèques nécessaires ou bien les librairies nécessaires qui contiennent les fonctions prédéfinies au standard. Par exemple, ici, on a besoin de la bibliothèque studio.h. Donc, comment on doit inclure cette bibliothèque en C? On écrit donc toujours pour inclure n'importe quelle bibliothèque le caractère char puis le mot include. Include en anglais, c'est-à-dire inclure. Donc, sharp include, on écrit dans les symboles inférieurs et supérieurs le nom de la bibliothèque. Ici, studio.h. Donc, pourquoi on a besoin de cette librairie dans notre code? Pour appeler la fonction d'affichage printf. Printf, on va le voir après, c'est pour l'affichage. Donc, on a déjà inclus la bibliothèque Studio qui contient la fonction d'affichage printf. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? On va écrire notre programme principal, donc notre main, void main, donc c'est le point d'entrée du programme. Et après, on doit commencer par le programme par l'ouverture de l'accolade. Après, bien sûr, on doit écrire notre traitement ou bien nos instructions. Donc ici, on n'a qu'une seule instruction qui est printf. Donc, on va afficher un message qui est, donc, pour afficher un message en C, le message c'est une chaîne, donc elle doit être entre deux codes. Donc, le message c'est bonjour, point d'exclamation, et on va faire anti/m. Pourquoi? Pour retourner à la ligne. Donc, la fonction printf, c'est une fonction prédéfinie dans la librairie ou dans la bibliothèque studio.h. Donc, voilà nos instructions pour ce programme. On doit fermer notre programme avec la fermeture de l'accolade. Donc maintenant, on va parler de la manipulation de variables au début, on doit parler de la déclaration de variables parce que cette étape est primordiale en langage C. Tout d'abord, c'est quoi une variable? Une variable, c'est une zone mémoire qui est caractérisée par un nom, une valeur et un type. Donc, une variable est caractérisée par quatre choses. Une adresse, un emplacement, c'est-à-dire en mémoire, un nom, une valeur et un type, bien sûr. Donc, comment on va déclarer une variable en C? Le prototype de déclaration est comme suit. Type, nom de la variable, reçoit valeur. Donc, on affecte la valeur à une variable qui contient un type. Ce qui est entre les crochets, c'est-à-dire la valeur, c'est facultatif. C'est-à-dire, on peut déclarer directement sans initialisation à une valeur bien déterminée. Par exemple, int a. Ou bien, int a reçoit 0. On va voir en pratique que l'initialisation en langage C, c'est une bonne manière. Surtout si on a des calculs, ainsi de suite. Mais en général,
L'initialisation est facultative, mais la déclaration, elle est obligatoire. Donc, tous les variables doivent être déclarées avant leur utilisation. Sinon, on obtient des erreurs au niveau de la compilation. On a vu la déclaration. Maintenant, on va parler du nommage de variables. Même le nommage de variables, comment on nomme les variables, on sait, il a quelques règles à respecter, bien sûr. Les noms de variables sont composés de lettres et de chiffres. Et l'ensemble des symboles utilisés. Donc, les lettres minuscules et majuscules, bien sûr, on peut utiliser les lettres minuscules et les lettres majuscules, les chiffres de 0 jusqu'à 9 et le symbole tiré bas ou bien avec 8, avec le caractère 8, le numéro 8. Le nom d'une variable doit obligatoirement donc commencer par une lettre ou le symbole tiré bas. On ne peut pas commencer par un chiffre pour le nom de variable en langage C. Une autre remarque, le langage C, on a dit déjà cette remarque, distingue les minuscules et les majuscules. Par exemple, la variable nom avec toutes les lettres sont majuscules est différente de la variable avec toutes les lettres en minuscules petit nom. Sont deux variables différentes. Autre chose, les noms de variables ne peuvent pas être des mots réservés. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire le nom d'une variable, par exemple do, else, void. Ce sont des mots réservés ou des mots qui appartiennent au jargon du langage C. Maintenant, on va faire un petit exercice correct ou incorrect pour le nommage de variables. Exemple de nom de variable moyenne, donc avec les minuscules, toutes les lettres en minuscules. Bien sûr, c'est un nom correct. Moyenne en majuscule aussi, c'est un nom de variable correct. Maintenant, moyenne avec étoile au début. C'est incorrect. Pourquoi? Parce que le seul symbole qu'on peut l'utiliser, c'est le tiré bas. Maintenant, moyenne tiré bas 1. C'est correct. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé les lettres, le symbole tiré bas et le chiffre à la fin et non pas au début du nom de la variable. Maintenant, 2 moyennes. 2 moyennes, c'est le nom de cette variable. Il est incorrect. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé un chiffre au début de la variable. Moi, c'est correct. Moyenne tirée au annuel, donc tirée avec 6, c'est incorrect parce qu'on a dit le seul symbole qu'on doit l'utiliser, c'est le tiré bas avec 8. Moyenne point, c'est incorrect parce que ici le symbole est utilisé et point et c'est strictement interdit. Moyenne espace étudiant, incorrect. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le caractère espace qui est un symbole et on a dit le seul symbole qu'on doit utiliser, le tiré bas. Moyenne tiré bas étudiant, c'est correct parce qu'on a utilisé les lettres et le seul symbole éligible qui est le tiré avec 8. On continue toujours avec la manipulation de variables. Passons maintenant au type de variable. Donc, en langage C, toute variable doit être déclarée avant son utilisation. Donc, le prototype, comment on utilise la déclaration des variables en langage C. On écrit le type de variable et puis espace le nom de variable, point virgule, bien évidemment. Chaque instruction se termine par un point virgule. Exemple, int, nombre d'occurrence. Donc, int, nombre, NBRE, tiré bas, occurrence, point virgule. Le type ici, c'est entier int, et le nom de la variable, c'est NBRE, occurrence. Un autre exemple, float racine, c'est un exemple d'une variable de type réel. Float, c'est le type réel, et racine, c'est le nom de la variable. Autre remarque, une variable peut être initialisée lors de la déclaration. C'est-à-dire, on affecte à une valeur à une variable lors de la déclaration. Exemple,
int nombre d'occurrences reçoit 0, point virgule. C'est-à-dire, on affecte la valeur 0 à la variable nombre d'occurrences lors de la déclaration. Autre exemple, float racine reçoit 12.34, c'est-à-dire on affecte la valeur 12.34 à la variable racine de type, bien sûr, réel, un nombre décimal. On va voir après les différents types possibles en langage C. Donc, une variable non initialisée a une valeur indéfinie, c'est-à-dire l'initialisation est une bonne manière en langage C. Si on ne donne pas, si on n'affecte pas une valeur initiale à une variable, cette variable n'a pas de valeur. Et on a dit tout à l'heure dans un slide précédent qu'une variable est caractérisée par une adresse, par une valeur, par un nom et un type. Donc la valeur, c'est une chose primordiale et ce n'est pas obligatoire l'initialisation, mais c'est une bonne manière en langage C quand on initialise lors de la déclaration une variable. Autre remarque pour les types de variables et pour la déclaration. Donc, plusieurs variables peuvent être déclarées à la fois. Donc, on peut, dans une seule ligne, déclarer plusieurs variables à la fois. Exemple, float x. Donc, x c'est un réel. Float x reçoit la valeur 23.5. Donc, on affecte la valeur 23.5 à un nombre décimal à la variable x, virgule, c'est-à-dire on va déclarer autre variable. Maintenant, on va déclarer les variables y et z de même type, float. Donc, pour les valeurs de ces deux variables, c'est la même valeur. Donc, y et z reçoit la valeur 3.5 fois x, donc fois la valeur de x. Donc, on a déclaré à la fois la variable x et les variables y et z. Donc, plusieurs variables peuvent être déclarées à la fois. Une variable ne peut être déclarée qu'une seule fois. On ne peut pas déclarer x, a ou b plusieurs fois. Exemple, int a, donc a, c'est une variable de type entier. Qu'est-ce qu'elle va recevoir? Donc, on affecte la valeur 3 à la variable a et on déclare aussi les variables b et a comme type int. Mais quel est le problème ici? Pourquoi c'est interdit? Parce que le a est déjà déclaré et initialisé à la valeur 3. Donc, on ne peut pas redéclarer la variable a. B, elle est correcte. La déclaration de B, elle est correcte dans cette instruction, dans cette ligne, mais la deuxième déclaration de la variable a est fausse. Donc, on ne peut pas déclarer plusieurs fois une seule variable. Un autre exemple qui est faux, qui est interdit, donc la déclaration plusieurs fois. Exemple, int x reçoit 4, donc on affecte la valeur 4 à la variable x qui est entière, point virgule, float x. Donc on l'a déjà déclaré x comme étant entier, après on le déclare comme étant réel. Non, on ne peut pas faire ça, donc une variable ne peut être déclarée qu'une seule fois. Donc, soit int, soit float. C'est pas deux fois. Donc, c'est interdit, strictement interdit. Passons maintenant à des exemples d'affectation, à des exemples de plusieurs façons d'une affectation en langage C. Donc, la syntaxe pour l'affectation, le nom de variable reçoit ou bien égale expression point virgule. C'est-à-dire, on affecte l'expression ou bien la valeur à la variable
x, y, a n'importe quelle variable et n'importe quel type de variable. Donc, un premier exemple d'affectation, l'affectation avec des valeurs constantes. On va, c'est-à-dire ranger une valeur dans une variable. Exemple, température reçoit 29, point virgule bien sûr. Donc, on affecte la valeur 29 à la variable température ici. Autre manière d'affectation, exemple, l'affectation avec des valeurs de variables, c'est-à-dire la valeur à placer dans une variable peut provenir d'une autre variable. Exemple, la variable x donc reçoit 8, c'est-à-dire on affecte la valeur 8 à la variable x, et après on va affecter la variable x à la variable y. C'est-à-dire ici, on va affecter la valeur de la variable x qui est 8 à la variable y. Donc, y reçoit la valeur 8. Un autre type d'affectation, c'est l'affectation avec des valeurs d'expression. C'est-à-dire, on peut ranger dans une variable le résultat d'un calcul. Par exemple, on affecte la valeur 5 à la variable x. Donc, x reçoit ou bien égal à 5. Ici, l'égalité, l'affectation, ce n'est pas la comparaison. La comparaison, c'est double égal, c'est-à-dire la valeur x, est-ce qu'elle est égale à une variable, à une valeur bien déterminée. Reçoit, c'est une affectation, ou bien égale, une seule égalité, c'est l'affectation. On affecte, on modifie. Donc, x reçoit la valeur 5, et après, la variable x reçoit x fois 3. Étoile, c'est la multiplication. Donc, x fois 3. Ici, bien sûr, y, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient la valeur 5 fois 3, c'est-à-dire le résultat, c'est 15. C'est le résultat d'un calcul. X déjà a la valeur 5, fois 3, c'est 15. Donc, c'est l'affectation avec des valeurs d'expression. On va voir maintenant les différents types élémentaires ou bien de base de variables en langage C. Le premier type de base, c'est le char. C'est le type caractère, c'est-à-dire donc les lettres A, B, C, ainsi de suite. Donc le type char est sur un octet dans la mémoire. Passons maintenant au type int. Int, c'est-à-dire entier, c'est un entier signé par défaut. Il peut représenter les entiers positifs ou bien négatifs. On passe aux dernière ligne du tableau, unsigned int. L'unsigned int, c'est un entier qui ne peut jamais être négatif. C'est un entier non signé comme décrit dans le tableau. On remonte dans la table, on va voir le type short. Short, c'est un entier sur 2 octets, mais le int est sur 4 octets. Donc short, comme son nom l'indique, c'est un entier petit. La portée de short est de moins 32 768 jusqu'à 32 767. On passe au type long. Long, c'est un entier long, donc c'est un entier avec une plus large portée. Long, c'est sur 8 octets, donc c'est le double de int. C'est le double de int, donc short, c'est le moins des entiers, il est sur 2 octets. Le int, il est 4 octets, le double de short, et long, c'est le double de int sur 8 octets. C'est les types int. Donc int, unsigned int, short et long, c'est pour les entiers. Passons maintenant au type réel. Donc float, c'est un réel, ce sont les nombres décimaux. Donc un float, il est sur 4 octets en mémoire. Le type double.
ou bien double, en anglais double. Donc, quelle est la différence entre float et double? Les deux types de données représentent des nombres avec décimales, mais un float a une taille de 4 octets, tandis qu'un double est 2 fois plus grand qu'un nombre float, un nombre réel. Les deux sont nombres réels, mais le double, il est 2 fois plus grand qu'un nombre float. D'où le terme double. Double, ou bien double en anglais, bien sûr. Double est plus précis. Passons maintenant à long. Long, double, bien sûr. Si vous avez bien assimilé cette astuce, la précision de long double est de plus grande précision que double. Donc, long double, sa précision est de 17 chiffres. Double peut fournir une précision allant jusqu'à 15 décimales, mais float ne peut fournir qu'une précision de 6 décimales. Donc, le float peut contenir 6 décimales. Le double peut fournir une précision jusqu'à 15 décimales et long double, sa précision peut fournir 17 chiffres. Et voilà les différents types élémentaires de base en langage C. Nous continuons avec les types de variables. Donc, nous citons quelques exemples de déclaration de variables avec les différents types qu'on a vus dans le slide précédent. Premier exemple, int nb. Donc, on a déclaré un nombre entier. Float pi reçoit 3.14. Donc, on a déclaré la variable pi avec le type réel. On a affecté la valeur 3.14 à la variable pi. Le troisième exemple consiste à déclarer un char, un caractère. La variable c, donc on affecte dans la variable c la valeur du caractère a. Donc pour déclarer un char, un caractère, il faut le mettre entre cotes. Le quatrième exemple, un entier long, i, j, k. Donc, on a déclaré 3 entiers longs, i, j et k. Double, r, donc on a affecté la valeur 6.21, 79, 80, 2, 13, 65. Donc, R, c'est une variable réelle avec une précision de 10 chiffres. Passons maintenant à la déclaration de constante. C'est quoi une constante en langage C? Une constante, c'est une donnée dont la valeur ne peut pas être variée au cours du traitement. L'utilisation de valeurs constantes, c'est pour quelle raison on déclare ou on utilise les constantes? C'est pour faire des calculs, initialiser des variables, etc. Une constante ne peut être initialisée qu'à la déclaration. Donc, la valeur qu'elle porte, la variable constante, ne s'initialise qu'à la déclaration. Comment on déclare donc une constante en ajoutant le qualificateur de type const? Exemple donc d'utilisation de constante dans le code en utilisant le langage C. Donc dans le programme principal, void main, on va écrire le corps de notre code. Bien sûr, la première étape, on a dit, on déclare les variables et bien évidemment les constantes. Dans notre cas, on va déclarer les constantes. Donc, const, on met le qualificateur const après le type int, entier, le nom de variable x reçoit 4. Donc, on affecte la valeur 4 à la variable x de type entier qui est une constante. Un deuxième exemple, dans le même code, on déclare la constante pi. Donc, const float
pi c'est de type float, reçoit la valeur 3.14. Donc, on affecte la valeur 3.14 à la variable pi de type réel, float, qui est une constante. Et bien sûr, les 3 points, c'est-à-dire on va écrire un code, un traitement, des instructions contenant de calcul, etc. Dans ce slide, nous allons présenter les opérateurs de base. Commençons par les opérateurs arithmétiques, tels que l'addition, donc A plus B, la soustraction, A moins B, la multiplication, A fois B, la multiplication représentée par le symbole étoile, la division entière et rationnelle est représentée par anti-slash. Donc A div B, exemple, si A et B sont des entiers, par exemple A reçoit 7 et B reçoit 2, donc les deux entiers, les deux variables sont entières. Si on fait la division de A par B, ça va donner 3 dans notre cas. Donc si les deux nombres sont entiers, les deux nombres sont entiers, le résultat est un entier par la division. Maintenant, si A ou B est un réel, par exemple, A reçoit 7 et B reçoit 2.0, donc le B est un réel. Dans ce cas-là, si on divise A par B, le résultat est un réel 3.5. Donc, la division anti-slash, ça marche pour la division entière et la division rationnelle aussi. Passons maintenant au modulo qui représente le reste de la division entière. A modulo B, c'est-à-dire on cherche le reste de la division entière de A par B. Donc, exemple, A reçoit 7 et B reçoit 2. Alors, si on fait A modulo B, le résultat, ça donne 1. On est encore dans les opérateurs de base, donc on a dit qu'il y a les opérateurs arithmétiques et les opérateurs logiques. Donc on a vu dans le slide précédent les opérateurs arithmétiques. Maintenant, on va comprendre les opérateurs logiques. En langage C, il n'y a pas du type booléen. Par exemple, dans d'autres langages comme le Python, on trouve le type booléen. Bool. Donc, c'est-à-dire true et false. Le true, c'est pour le vrai et le false pour le faux. On sait, il n'y a pas ce type booléen. Il n'y a pas de true and false. Il y a le 1 qui représente le vrai et le 0 qui représente le faux. Donc, on a trois opérateurs logiques qui sont le et logique, and, et le ou logique, or, et la négation not. Donc, le tableau des opérations logiques, donc on trouve le et, le ou logique et la négation. Donc, si on a A et B, à chaque fois, les valeurs de A et B changent de 0 et 1. Par exemple, si on a deux valeurs 0 pour le A et B, pour le et, bien sûr, ça doit être les deux valeurs faux pour avoir le faux. Dans le cas de OR, donc A ou B, donc les deux sont faux déjà, donc on a le faux, c'est-à-dire 0. La négation de toute chose fausse, c'est vrai, donc c'est 1. Passons maintenant au deuxième ligne. Donc A est 0, B est 1. Donc A et B, donc on n'a pas les deux 1 ni les deux 0. Donc A et B, A est fausse, donc on obtient 0, c'est faux. A ou B, c'est-à-dire l'une ou l'autre est vrai. Donc on a B 1, donc le résultat de la ou logique c'est 1. La négation de A, le A déjà 0, donc la négation c'est 1. Passons maintenant au cas contraire, si A est vrai et B est faux, donc, si on a A et B, le résultat est 0 puisque on a B0. A ou B, donc si A est 1, donc le résultat de la OU logique c'est 1 puisque A seulement est à 1.
Donc, la négation de A ici, c'est 0, puisque A est égal à 1. Si on a les deux valeurs de A et B sont vraies, donc dans le cas de les logiques, on obtient 1 puisque les deux doivent être à 1. Et dans le cas de l'ou logique, on obtient aussi 1 puisque l'une ou l'autre doit être à la valeur 1. La négation de 1, bien sûr, c'est 0. Donc voilà le tableau de logique, donc des opérateurs logiques. Remarque, les opérateurs logiques considèrent toute valeur différente de 0 comme vraie et 0 comme faux. Donc, si toute chose est vraie est considérée et représentée par 1, comme on a dit, et toute chose fausse est considérée par 0. On va voir ça dans les conditions et dans les exercices. Des exemples. Donc, 4 inférieur à 10, c'est une comparaison. Donc, 4 inférieur à 10, elle est vraie. Donc, le résultat de cette instruction est 1, puisque c'est vrai. Note tout l'expression de note est 5 supérieur à 1. Le 5 est supérieur à 1 vrai, mais sa négation elle est fausse, donc 0. Passons au troisième exemple, 5 supérieur à 1 ou note 4 inférieur à 8. Donc, puisqu'on a la première expression est vraie ou n'importe quelle autre expression, donc est vrai. Donc, le résultat est à 1. Jusqu'à maintenant, on a vu dans les opérateurs de base, les opérateurs arithmétiques et aussi les opérateurs logiques. Passons maintenant aux opérateurs de comparaison. On a dit que le 1 représente le vrai et le 0 représente le faux. Les opérateurs de comparaison utilisés en langage C, le double égal, égal, c'est différent de l'affectation. Faites attention, l'affectation c'est pour modifier la valeur d'une variable. Double égal, c'est une comparaison de deux valeurs. Si A elle est égale ou non à B. Si c'est le cas, donc le résultat est 1, vrai, et si c'est faux, le résultat est 0. Différent, représenté par point d'exclamation égal, A différent de B. Si différent de A différent de B, donc le résultat est 1, sinon le résultat est 0. Strictement inférieur, donc si A inférieur à B, donc A, dans ce cas-là, le résultat de A inférieur à B est 1, sinon le résultat est 0. Inférieur ou égal, A inférieur ou égal à B, strictement supérieur à supérieur à B, supérieur ou égal à supérieur à B. Comme on a dit tout à l'heure que le 1 représente le vrai et le 0 représente le faux, tous les résultats des opérateurs de comparaison qu'on a vu dans le slide précédent et des opérateurs logiques sont de type int. Mais la logique, c'est booléen. C'est-à-dire, si le résultat est vrai, donc la valeur c'est 1, et si le résultat est faux, la valeur affichée c'est 0. Traitons ensemble un exercice ou des exemples qui étudient donc les opérateurs de base à la fois arithmétique, logique et de comparaison. Le premier exemple, donc, A reçoit 2, c'est-à-dire on affecte la valeur 2 à la variable A, donc la valeur de A devient 2. Donc, le deuxième exemple, R reçoit 3 modulo 2. 3 modulo 2, c'est-à-dire R reçoit la valeur, le reste qui est le reste de la division entière de 3 entre 3 et 2. Donc, la valeur de la division, la valeur du reste de la division entière entre 3 et 2, c'est 1. Troisième exemple, donc A reçoit A plus R. A, déjà la valeur de A c'est 2 et la valeur de R c'est 1. Donc, A devient 3. Donc, la valeur de A c'est 3.
Quatrième exemple, A reçoit 3 égale 3. Donc l'expression de la valeur affectée à A, c'est une expression de comparaison. Donc est-ce que 3 égale à 3? Oui, donc le résultat il est vrai, donc c'est 1. À la fin, donc A reçoit la valeur A, 1. Passons à notre exemple. A reçoit l'expression 6 égale à 5, puisque c'est une comparaison. Donc, on va comparer la valeur 6 à la valeur 5. Faux, 6 n'est pas égal à 5, donc le résultat est 0. Et par suite, A reçoit 0. Un autre exemple, A reçoit 2 différents de 3. C'est une comparaison. Est-ce que le 2 est différent de 3? Vrai, donc 1. Et à la fin, A reçoit la valeur 1. A reçoit 6 inférieur ou égal à 3. Est-ce que le 6 est inférieur ou égal à 3? Non, donc c'est 0. Et bien évidemment, A reçoit la valeur 0. Passons à un autre exemple. A reçoit différent de 1. Ici, c'est une opération de négation. Donc, différent de 1, c'est 0. Donc, A reçoit 0. Donc, avant A reçoit 0 et reste, donc, la variable A reste sa valeur 0. Passons maintenant à notre exemple. A reçoit 3 égale à 3 ou 6 inférieur ou égal à 3. Puisqu'il y a une expression qui est vraie, et c'est une ou logique. Donc, soit l'une ou l'autre doit être vraie. Donc, 3 égale 3 vrai, ou l'autre expression est fausse, le résultat, il est vrai. Donc, 1, A reçoit 1. Donc, la valeur de A est 1. Passons maintenant au dernier exemple qui est A reçoit 3 égale à 3 et maintenant 6 inférieur à 3. Pour avoir le vrai ici, on doit avoir les deux expressions vraies. Mais malheureusement, la deuxième expression qui est 6 inférieur à 3, inférieur ou égal à 3, elle est fausse. Donc, le résultat, il est faux et bien sûr la valeur 0. Donc, A reçoit 0, on affecte la valeur 0 à la variable A. Autre opérateur de base, le langage C autorise des écritures simplifiées pour incrémenter ou bien décrémenter de variables. Par exemple, l'incrémentation de i à une valeur 1. La syntaxe c'est i reçoit i plus 1. Donc on ajoute à la variable i la valeur 1. Ou bien écrire i plus plus. C'est la même chose, soit l'une soit l'autre. Une autre écriture qui est la décrémentation, i reçoit i moins 1. C'est la même chose que i moins moins. Donc les deux écritures sont correctes. On peut incrémenter par d'autres valeurs que 1. A reçoit A plus B. Ou bien écrire A plus égale B. Pour la décrémentation d'une valeur différente de 1, A reçoit A moins B. C'est la même chose que 1 moins reçoit B. On peut aussi écrire de la même manière avec la multiplication et la division. Donc, si on veut multiplier A par B, donc, et les mettre dans la variable A reçoit A fois B. Donc, c'est la même chose que A fois reçoit B. De la même façon avec la division, si on veut écrire A reçoit A divisé par B, donc on divise toujours par la valeur B, c'est la même chose que A div reçoit B. Donc, ces écritures sont correctes l'une ou l'autre. Une autre écriture simplifiée, donc on peut mettre dans une variable A, par exemple, A reçoit I++, donc cette écriture, c'est la même chose pour dire que A reçoit I, donc on affecte la valeur I dans la variable A, et puis en faisant l'incrémentation, I reçoit I plus 1. Donc, cette écriture, A reçoit I++, c'est la même chose de faire ces deux instructions. Autre écriture qui est différente à la première instruction, A reçoit
plus i maintenant, à l'envers. C'est la même chose de faire l'incrémentation au début, c'est-à-dire i reçoit i plus 1, et après l'incrémentation, on met la valeur i dans la variable a, après en faisant l'affectation a reçoit i. Donc faites attention, ces deux écritures sont différentes. Soit on met la valeur de i dans la variable a au début et puis en faisant l'incrémentation, soit de faire l'incrémentation au début et puis faire l'affectation. Passons maintenant à la conversion de type. En langage C, l'opérateur de conversion de type appelé cast ou bien forçage de type permet de modifier explicitement le type d'un objet. La syntaxe de la conversion de type, on met le type et puis l'objet. Exemple, on déclare les variables i et j, donc avec initialisation de valeur, la valeur de la variable i initialisée à 3 et la valeur de la variable j initialisée à 2. Donc, elles sont les deux variables entières. Donc, int i reçoit 3, virgule, puisqu'on va déclarer deux variables en même temps, j reçoit 2. Donc, les deux variables sont entières. Les deux variables sont déclarées à int et les deux variables sont initialisées à des valeurs différentes. Après, on va déclarer une variable réelle de type float qui s'appelle x. Donc, float x, c'est une autre variable déclarée. Après, on va donc calculer x à quoi? Donc, float i divisé par j. Donc, on va mettre dans la variable x le résultat du calcul de la division entière entre i et j. Pourquoi entière? Puisque les deux valeurs sont entières, 3 et 2. Donc, pour avoir le résultat de type réel, on fait le cast, on fait la conversion de type, on force le type à être un réel de type float. Donc, on met avant l'opération de division le type float entre parenthèses. Donc, le résultat, x reçoit 1.5. Donc, la valeur de x, c'est 1.5, une valeur réelle, puisqu'on a fait la division ici entière, mais on a forcé le type à être un réel. Maintenant aux quelques fonctions de la bibliothèque math.h, donc des fonctions prédéfinies dans cette librairie. Par exemple, on trouve la fonction sqrt qui représente ou bien qui calcule le racine carrée qui représente la racine carrée d'un entier ou bien d'un réel aussi. Exemple, sqrt de 16, c'est 4. Donc, la racine carrée de 16, c'est 4, le résultat. Il y a aussi les fonctions floor et sail. Ce sont deux fonctions qui permettent l'arrondissement d'un réel, mais vous allez voir qu'il y a une différence entre ces deux fonctions. Exemple, floor 2.3 égale à 2 et floor 4.7 égale à 4. Ici, floor, comment elle fonctionne? Elle fait l'arrondissement par défaut, c'est-à-dire le résultat est la partie entière du réel. Passons maintenant à la fonction sail. Par exemple, sail 2.3 égale à 3 et sail 4.7 égale à 5. Donc, la fonction sail, elle fait l'arrondissement, mais elle n'est pas l'arrondissement par défaut, mais elle fait un arrondissement de la partie entière plus 1. Donc, sail 2.3 égale à 3 et sail 4.7 égale à 5. Donc, la partie entière, 2 plus 1 égale à 3, et la partie entière de 4.7, c'est 4, plus 1 égale à 5. Donc, il y a une différence entre ces deux fonctions d'arrondissement d'un réel. Une autre fonction, power ou pow, qui calcule la puissance énième de x, x à la puissance n. Exemple, power de 2,3, pow 2,3 égale à 2
à la puissance 3 et le résultat c'est 8. Dans toute la partie précédente, on a fait la partie de manipulation de variables, déclaration, initialisation, affectation, les opérateurs de base, ainsi de suite. Passons maintenant aux fonctions d'affichage et de lecture, comment on va saisir des valeurs et sur le clavier, à partir du clavier, et comment on va afficher des valeurs et des messages sur l'écran. Donc, pour utiliser les fonctions d'affichage et de lecture, on doit utiliser la bibliothèque studio.h. Donc, pour la saisie et l'affichage, nous devons spécifier les formats de variables, c'est-à-dire les formats qui représentent les types, les différents types de variables. Donc, dans ces fonctions d'affichage et de lecture qu'on va les présenter après dans les slides suivants, on doit spécifier les formats donc, qui représentent les types de variables. Donc, pour utiliser les différents types, donc %d représente le int, l'entier, %f représente float, %c représente le char, %lf représente long double, %s représente les chaînes de caractères string. Commençons par la fonction d'affichage qui est la fonction printf. Sa syntaxe est comme suit. Printf, on ouvre les parenthèses donc, et en écrivant le message que l'on souhaite. Chaîne de caractères, donc ce message il est sous forme d'une chaîne de caractères entre deux codes, bien sûr. Après l'écriture du message, on met virgule. Après le virgule, on met les variables. Donc, exemple. Printf, notre message il est entre deux codes. Le message est A reçoit. Donc, qu'est-ce qu'il va recevoir le A? Donc, on met le type ou bien le format de la variable, bien sûr. Donc, puisque A c'est un entier, bien évidemment ici, le format il est %d. R égale %f, puisque le type de variable est float et réel, x égale %c, puisque le type de la variable ici est un char. On a fermé le message, donc tout le message est entre deux cotes. Le message c'est une chaîne de caractères, donc entre deux cotes. Virgule, on va mettre les variables ou tous les paramètres qu'on veut afficher leur valeur. Donc, virgule A, R, virgule X. Donc, le type de A, il est int, donc il fait référence au format %d. R, son type, c'est float, donc son format, c'est %f. Et X, son type est char, donc son format est %c. Remarque, la partie chaîne de caractères peut contenir des caractères spéciaux, bien sûr, tels que /n, qui représente le retour à la ligne, si on veut retourner à la ligne dans l'affichage. Et bien sûr, on peut utiliser autres espacements tels que /t, qui représente la tabulation. Exemple d'affichage avec la fonction printf. Donc, le premier exemple, il va afficher un entier. Donc, les doubles slash, c'est-à-dire c'est un commentaire. L'affichage d'un entier, exemple, on déclare x, la variable x au type entier, int x reçoit 5, donc on affecte la valeur 5 à la variable x et puis on va afficher la valeur de x. Donc, printf entre deux codes. Donc, le message, il n'y a pas ici de message, mais directement on a mis le format qui est %i anti/n. Donc, virgule x. C'est-à-dire quoi %i? On a vu %d pour les entiers. %d, il assume la base 10. Mais %i, il détecte la base sur laquelle est codé un entier, donc automatiquement. Donc le format ici, c'est un entier, mais il est différent de d. Le format ici, c'est i. Donc %i,
pour dire que c'est un entier, mais le pourcent i détecte automatiquement la base sur laquelle est codé l'entier. Le deuxième exemple, c'est l'affichage d'un réel. Donc, on a déclaré un réel et on l'a initialisé à la valeur 1.74. Donc, float taille reçoit 1.74. Et puis, on va afficher la valeur de taille. Donc, printf, le message ici ne contient rien sauf que le format, %f, puisque c'est un float. Virgule taille, donc le nom de la variable ou du paramètre taille. Affichage d'un entier et d'un réel. Donc dans le même affichage, printf, donc dans le message, on met les deux formats ici %i et %f pour un entier et pour un float. Virgule. Après donc le message, on met les différents variables, ici x et taille, donc virgule x, virgule taille. Un autre exemple qui affiche un message, juste ici, il va afficher bonjour. Donc, printf, le message entre deux cotes, bonjour. On peut afficher un message et un entier. Printf, donc le message ici, c'est quoi? La valeur de x. Et donc, on met le format %i, puisque x qu'on veut afficher son valeur est de type entier. On ferme les cotes et virgule, on met la variable, le nom de la variable ici x. Passons maintenant à la présentation d'une autre fonction d'affichage, mais pour cette fois-ci pour les caractères, qui est la fonction putchar. La syntaxe de la fonction d'affichage d'un caractère putchar, c'est putchar entre parenthèses, on met le caractère. Ou bien, cette fonction, c'est la même chose que printf, entre deux cotes, ou bien dans le message, on met le format d'un caractère qui est %c, /n ici pour le retour à la ligne, virgule x. Donc c'est la même chose, soit d'utiliser printf mais avec le format, soit utiliser putchar pour l'affichage d'un caractère. Exemple, char, c'est reçoit le caractère a. Donc ici on a déclaré un caractère de valeur A, puis on va afficher son contenu, donc putchar C. Passons maintenant à l'explication de la fonction de lecture ou de la saisie scanf. Donc pour saisir une valeur à partir du clavier en langage C, on utilise la fonction scanf donc, de la bibliothèque studio.h. Donc, la syntaxe de la fonction scanf, donc on écrit scanf, on ouvre les parenthèses, donc il y a deux parties, une partie pour les formats entre deux cotes et une partie pour les paramètres. Donc, la partie format, on met les formats de type de variables et la partie paramètres ou variables. Exemple, scanf, les formats qu'on va utiliser dans cet exemple, donc entre deux cotes, %d, %f et %c, c'est-à-dire on va saisir trois valeurs de type entier, de type float et de type caractère. Et dans la partie paramètres, donc on met et A, et R et X. Donc, on remarque ici qu'on utilise un symbole qui est. Ce symbole, qu'est-ce qu'il désigne? Il désigne l'adresse de la variable. Pourquoi on utilise l'adresse de variable pour la saisie d'une valeur? Parce que scanf demande l'endroit où on doit mettre l'information ou bien la valeur de variable. Donc, on a dit déjà, dans la définition d'une variable, chaque variable a une adresse, une valeur, un type, etc. Donc, l'endroit est important, l'adresse est importante. Donc, pour écrire scanf, il faut mettre les adresses de chaque paramètre. Quelques exemples utilisant la fonction scanf. Donc, par exemple, la saisie du prix d'un produit. Donc, c'est un commentaire saisie du prix d'un produit. On va déclarer la variable pu
de type float, de type réel, et puis on va saisir une valeur pour cette variable. Donc scanf, on doit mettre dans les codes le format qui est ici réel, donc %f le format, virgule, adresse pu. Donc on doit écrire l'adresse et ne pas oublier l'adresse de la variable pu. Deuxième exemple, la saisie du jour, mois et année. Donc, on déclare les jours, les mois et l'année, donc trois variables de type entier. Int j, n, a, donc, et on saisit les trois valeurs, donc avec la fonction scanf. Donc, dans la partie format, on met les trois formats nécessaires ici entiers. On peut utiliser %i ou %d, donc %i, 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 et puis on ferme les cotes et on met les adresses de chaque paramètre, adresse J, adresse N et adresse A. Un autre exemple, pour la saisie d'un entier et d'un réel. Donc, on va saisir deux valeurs différentes, de type différent. Scanf, donc, %i, %f, puisque le premier format c'est pour l'entier, le deuxième format pour le réel. Donc, et après, on met les paramètres avec leur adresse, donc adresse J et adresse pu. Enfin, un autre exemple pour la saisie d'un message et d'un entier. Donc, en général, on doit écrire un petit message pour dire, saisir, donner une valeur, donner un entier, saisir, etc. Donc, printf, donc, comment on écrit un message avec la fonction printf qu'on a vu déjà. On va donner un petit message, par exemple, donner une valeur de x, de points, et puis en utilisant la fonction scanf, on va saisir la valeur de x. Donc, à travers scanf, on va mettre le format, on va préciser le format d'un entier %i, et puis l'adresse de x. Autre fonction de saisie ou de lecture, mais cette fois-ci pour les caractères et non pas pour tous les types de variables, la fonction getChar. Donc, comme on a vu pour l'écriture d'un caractère, on utilise putchar. Ici, pour la lecture, on utilise getChar. Donc, la syntaxe de cette fonction, on écrit caractère reçoit ou bien égal getChar. Donc, c'est une fonction, on doit ouvrir et fermer les parenthèses. Cette syntaxe, et c'est la même chose, c'est-à-dire la même fonctionnalité que scanf. Donc, scanf, bien sûr, pour saisir un caractère. Donc, scanf, le format, %c, et puis on met l'adresse de la variable ici x. Exemple, donc on déclare un caractère, char c, et puis on va lire ou bien saisir une valeur de caractère, de type caractère. C reçoit getChar, donc de cette façon, on a saisi une valeur d'un caractère. Donc, soit d'utiliser getChar, soit scanf avec les formats et l'adresse de la variable. Les deux sont corrects. Donc, pour résumer les fonctions d'affichage et de lecture, on utilise pour la saisie ou la lecture la fonction scanf, et pour l'écriture la fonction printf, dans les cas généraux, avec n'importe quel type de variable. Donc, pour tous les deux fonctions scanf et printf, on utilise les formats. Donc, plusieurs types de formats, on peut les utiliser selon le type de variable. Pour le nombre entier, on utilise soit le %i, soit le %d. Pour le nombre entier non signé unsigned int, on utilise %u. Pour le caractère, on utilise le %c, et pour le réel float, on utilise %f. Pour la lecture d'un caractère, on a vu qu'on peut utiliser deux sortes de fonctions, soit scanf, soit getChar. Donc, les deux sont corrects et les deux sont disponibles et valables en langage C. Donc, soit
de déclarer un caractère ou une lettre, par exemple char lettre. Donc, et puis on va faire la saisie avec la fonction scanf, donc scanf %c, et on met l'adresse de la variable lettre. Ou bien directement écrire lettre reçoit getChar. Donc de cette façon, on saisit une valeur de type caractère. Pour l'écriture maintenant d'un caractère, soit on utilise printf ou putchar. Donc on déclare la variable lettre initialisée, sa valeur initialisée à la lettre A. Donc, et on affiche cette lettre-là avec le format %c, virgule lettre, ou bien directement avec la fonction putchar, donc, et on met lettre. Maintenant à une autre fonction importante dans le langage C et surtout pour la saisie, donc la fonction fflash stdin. Pourquoi on doit utiliser cette fonction, on va la voir maintenant. Donc lorsqu'on saisit un caractère au clavier, on doit le valider par return. Ce caractère sera rangé dans un tampon, c'est-à-dire quoi? Quand on saisit un caractère, il sera envoyé dans un tampon ou bien cache ou bien buffer en anglais. C'est une zone mémoire dans laquelle les opérations d'écriture et de lecture se font. Donc la fonction scanf et getchar vérifie tout d'abord le tampon. S'il n'est pas vide, la variable prend la valeur du tampon. Donc dans ce cas-là, il y a un problème. On va voir un exemple maintenant qui va nous présenter le problème de tampon. Donc, dans cet exemple, donc au début, on fait appel ou bien on inclut la bibliothèque stdio puisqu'on va utiliser les fonctions d'écriture et de lecture. On écrit notre programme principal par la fonction main, donc void main. On va ouvrir notre corps d'instruction. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déclarer deux caractères qui sont C1 et C2 par le type char. Char C1, C2, point virgule. On va écrire un message printf entrée un caractère. On va saisir le premier caractère avec la fonction scanf. Donc elle prend le format %c et l'adresse de ce premier caractère. Et puis, on va faire un affichage, printf, le premier caractère saisi, %c, /n pour retour à la ligne, virgule C1. Donc, on va afficher la valeur de C1. Après, on va afficher, ou bien on va écrire un autre message pour entrer un autre caractère, un deuxième caractère. Et on va saisir le deuxième caractère, bien sûr, en donnant le format et l'adresse de ce caractère. Et à la fin, on affiche le second caractère avec printf, le second caractère saisi %c, /n avec la variable C2. Si on exécute ce programme, il y a un problème. Le programme ne donne pas la main pour la saisie du deuxième caractère. Pour le premier caractère, c'est bon. Mais pour la saisie du deuxième caractère, il y a un problème. Donc, comme on a dit, puisque le tampon n'est pas vide. Donc, pour résoudre ce problème, on va utiliser la fonction fflash_stdin avant la deuxième saisie. Pourquoi? Parce que cette fonction permet de vider le buffer ou bien vider le tampon. Donc, le même code est réécrit avec l'ajout de la fonction fflash_stdin. Donc, avant la deuxième saisie ou bien la deuxième lecture, avant le message entrer un autre caractère, en ajoutant la fonction fflash_stdin pour résoudre le problème du tampon. Et de cette façon, le code se compile et s'exécute d'une manière donc convenable. Donc, on a terminé avec la partie cours. Je vous propose quelques exercices pour s'habituer et
maîtriser et appliquer tout ce qu'on a vu dans cette séance. Donc, je vous propose 4 exercices et essayez de le faire et on va les corriger ensemble dans la séance de discussion. Donc, le premier exercice consiste à implémenter le code suivant du programme C. Je vous propose d'implémenter ce code dans un éditeur, du langage C, comme on a dit la dernière fois. Que serait le résultat affiché? Donc, il suffit de copier-coller ce code pour voir qu'est-ce qu'il donne, est-ce qu'il y a des problèmes, comment on va le compiler, qu'on va exécuter ce code. Donc, pour s'habituer à la syntaxe, aux erreurs de compilation, etc. L'exercice 2, il consiste à écrire un programme qui affiche le quotient et le reste de la division entière de deux nombres entiers entrés au clavier, ainsi que le quotient rationnel de ces nombres. Donc, on va ici utiliser le div, le mode. On va donc saisir et afficher donc tout ce qu'on a vu dans le cours. On va le manipuler dans ces exercices et dans bien évidemment cet exercice. L'exercice 3 aussi, il nous exige d'écrire un programme qui saisit deux entiers, A et B, et qui permute la valeur de ces deux entiers. Donc, dans l'exercice 3, vous devez saisir deux entiers, deux variables A et B, et on doit permuter la valeur de ces deux entiers. Donc, si j'ai par exemple 4 dans A et 8 dans B, donc on doit afficher l'inverse. A devient 8 et B devient 4. Donc, essayez de penser à ces problèmes et essayez de les implémenter dans un éditeur comme le CodeBlocks. Et à la fin, l'exercice 4, l'énoncé de l'exercice 4 est comme suit: écrire un programme C qui lit un caractère, saisit, c'est-à-dire un caractère, à partir du clavier, puis affecte son code ASCII à une variable de type entier et affiche sa valeur. À la fin de ce cours, j'espère que vous avez bien assimilé tous les points et toutes les notions. Comme j'ai dit déjà, nous allons corriger ensemble les exercices proposés pour la séance de discussion et je reste toujours à votre disposition pour toute question et au revoir.